Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres de ce 20h. L'eau dans les foyers, il faut encore patienter. Le directeur de l'hydraulique a annoncé tout de même ce matin l'achèvement des travaux de réparation de la pièce de rechange à Cœur-Montmarsart. Pour autant, il n'a donné une date précise pour un retour à la normale. Au plan politique, cette pénurie d'eau est l'occasion pour l'opposition de dénoncer le manque de réactivité du gouvernement de Macky Sall. Les jeunes du PDS créent le mouvement NEDEM au moment où Abdoulaye Baldé, leader de l'UCS, évoque des zones d'ombre dans cette affaire. International, tension au Mali à Kidal, des échanges de tirs ont opposé des soldats maliens aux rebelles du MNLA. La MINUSMA obtient un cessez-le-feu provisoire au moment où le président Ibrahim Boubacar Keïta est hors des frontières maliennes, du territoire malien. Sport, les Lions médaillés de bronze à l'Afrobasket 2013 sont arrivés tout à l'heure à l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Nous tirons le bilan de cette participation avec notre invité dans ce 20h, Salif Diallo, journaliste à l'APS. L'occasion de parler des querelles de personnes qui minent le sport sénégalais. Un fait encore mis à nu par l'Assemblée générale pour l'élection du président du club de Jaraaf de Dakar. Merci de votre fidélité. Pénurie d'eau. Les travaux concernant la pièce de rechange sont achevés à Cœur-Montmarsart et un tuyau déjà installé. Toutefois, la SDE garde bien de donner une date pour un retour à la normale, même si l'espoir est permis. Diène Fey, directeur de l'hydraulique, interrogé par nos confrères de la RFM. Au moment où je vous parle, nous avons fini les travaux sur la pièce de rechange qui devait être faite. Toutes les soudures ont été faites correctement. Même le contrôle a exigé qu'on fasse des soudures intérieures et donc c'est pour ça que ça a pris plus de temps que prévu. On a procédé à la soudure intérieure-extérieure. La conduite en place, elle a été vissée et normalisée. Ce qui reste maintenant, c'est le calage et la mise en eau. Donc on va caler de sorte que la conduite ne bouge pas au moment où on commencera à mettre en eau. Et la mise en eau prend du temps, parce qu'il faut purger toute l'air qui est dans la conduite et ensuite maintenant demander progressivement le pompage par intermittence. Il y a 4 pompes, il faut les mettre régulièrement en service et voilà, c'est à ce niveau que nous en sommes. Bon, à ce que je disais tout à l'heure, nous avons un chronogramme très précis. La SDA a établi un chronogramme très précis parce que c'est des professionnels. On peut dire même, on sait à quelle heure le doit arriver à Dakar. Mais comme je l'ai dit, en matière de communication, nous évitons maintenant de donner des dates. Parce qu'il suffit qu'un tout bloque et que, par exemple, le temps sera un peu plus long, les populations ne comprendront pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est que très prochainement, nous devons avoir l'eau à Dakar. Diène Fey, directeur de l'hydraulique, et puis le fait par les images, on a pu constater l'arrivée effectivement de l'eau à compte-gouttes bien sûr dans certains quartiers, donc en fin d'après-midi, c'est le cas notamment ici aux Almadies, peut-être l'épilogue d'un long calvaire, et puis quand le malheur des uns fait le bonheur des autres, au moment où les populations de Dakar ont soif, les taximans et les charretiers font de bonnes affaires. Pour le transport des pannes et seaux de réserve, ces travailleurs saisissent l'opportunité et font grimper les tarifs, suivant ce reportage de Maïmouna Ndiaye et Atanarba. Ils ont pratiquement doublé leurs tarifs. Les charretiers et les taximans profitent bien de la pénurie d'eau. Tout dépend de la quantité d'eau et du lieu où nous la transportons. Les prix varient entre 1000, 1500 et 2500 francs. Si la pénurie d'eau est une traite pour ce charretier, d'autres préfèrent offrir le service. Je ne demande pas d'argent, mes services sont gratuits. Je pense que tout le monde doit procéder ainsi, parce que cette pénurie n'est que passagère. L'une ou l'autre, les populations restent les plus affectées par ce dysfonctionnement, car elles sont obligées de débourser plus. Non seulement ils profitent, mais quand ils profitent aussi, ils augmentent trop les prix. Par exemple, ceux qui habitent à Yoff, s'ils veulent chercher de l'eau ici, ils payent 1000 francs en vent. Mais maintenant, c'est 1500. Si tu as des bagages pour rentrer encore, tu vas payer 2500 avec tes bagages pour rentrer chez toi. Et de l'eau seulement
Pour transporter l'eau, les charretiers nous facturent des prix exorbitants. Je me lève actuellement à 5 h du matin pour aider ma mère. Même si les taximans ne veulent pas se prononcer sur la hausse des tarifs en cette période, les charretiers ne se voilent pas la face. D'ailleurs, c'est eux qui fixent leurs tarifs. Nadem, le verdict est sans équivoque pour les jeunes du PDS. Il tire le bilan du travail du président de la République. La nouvelle initiative pour le départ de Macky, un mouvement dirigé par Mamadou Massali et qui compte aller chercher de l'eau donc au palais de la République si cette pénurie n'est pas vite résolue. Chérif Dia. Il est temps aujourd'hui de corriger l'erreur du 25 mars 2012 à propos de notre mouvement Nadem. La nouvelle initiative pour le départ de Macky est ainsi lancée. Les initiateurs, ces jeunes du PDS. Voici le bilan de Macky Sall après 18 mois d'exercice du pouvoir. Le non-respect des engagements pris par le président Macky Sall, notamment l'emploi des jeunes, 3 ministres de l'Intérieur en 18 mois, 4 directeurs généraux de la police en 18 mois, 3 directeurs de cabinet en 18 mois, 2 premiers ministres en 18 mois, plus de 1531 milliards de marché de gré à gré en 18 mois, plus de 10 détenus politiques en 18 mois. Mamadou Lamine Massali et ses camarades menacent d'aller chercher de l'eau au palais si la pénurie n'est pas réglée. Après la marche, Inch'Allah, si le problème de l'eau ne sera pas réglé, nous allons effectuer une opération rôti au palais. Il a porté cette tenue militaire pour faire peur aux Sénégalais. Nous l'avons porté pour lui montrer que nous sommes sortis à l'école militaire du wadisme. Oui. Nadem n'étant pas un mouvement officiellement reconnu, c'est pourquoi ses initiateurs ont déposé une demande de récépissé au ministère de l'Intérieur. Dans le même sillage, Abdoulaye Baldé juge cette situation inacceptable et dénonce donc des zones d'ombre dans cette affaire. Du coup, Ziguinchor, le maire de Ziguinchor, annonce la mise en place d'un grand pôle de l'opposition à l'Assemblée nationale. Abdoulaye Baldé, qui s'exprimait hier en marge d'une rencontre avec ses militants aux Parcelles Assainies, Ibrahima Kane Dembandao. L'Union centriste du Sénégal, préoccupée par la pénurie d'eau qui secoue la capitale sénégalaise. Son président pointe du doigt le gouvernement. La presse internationale est en train de parler de ce manque d'eau au niveau du Sénégal, ce qui est une première depuis notre indépendance, et je considère que nous avons touché le plafond et qu'il fallait que, en tout cas, que tout le monde le mette en cause. Et d'abord, je n'ai pas senti une grande présence de l'État. Je me demande pourquoi on accuse la SDE. Parce que la SDE est une société d'exploitation. La société de patrimoine, c'est la SONES qui fournit les installations, et la SDE ne fait qu'exploiter. Par conséquent, l'État s'est réfugié derrière ce subterfuge pour dire que c'est la SDE parce que c'est une société privée, alors que la responsabilité incombait à la SONES. Mais l'un dans l'autre, je pense que les visites ont été faites par les plus hautes autorités. Moi, je trouvais que c'était du théâtre et que ce n'est pas ça qu'on attendait d'eux. Il faut qu'une solidarité puisse s'organiser au niveau de l'État. Abdoulaye Baldé, jusque-là député non inscrit à l'Assemblée nationale, compte rejoindre le grand pôle de l'opposition nouvellement mis en place. L'opposition a été plus ou moins très conciliante jusqu'à maintenant. Ce qui a lieu, c'est que nous, dans le cadre de la conférence des leaders de l'opposition, nous avons prévu une marche le 8. La première fois, notre parti va participer à cette marche parce que je considère que trop c'est trop et qu'il faut tirer la sonnette d'alarme. Nous allons le faire de façon pacifique, de façon démocratique, mais je pense qu'il faut élever la voix pour dire que ça suffit. Vraiment, le pays est en train est dans une phase déclinante et qu'il faut stopper. Ce qui est sûr, c'est que nous sommes dans le cadre d'une concertation au niveau de l'opposition pour créer un grand pôle de l'opposition républicaine. Et dans le cadre de ces contacts, bien entendu, j'étais approché et j'ai donné mon accord de principe. D'abord pour une collaboration au sein de l'Assemblée nationale, mais aussi en élaborant une plateforme politique au niveau de l'opposition pour vous permettre d'aller ensemble vers les élections locales. Avant de participer à la grande marche de l'opposition prévue le 8 octobre prochain, les centristes entendent annoncer la couleur la veille à Ziguinchor.
Bientôt, le Sénégal va mettre à l'eau le navire dénommé Agen, ceci dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'infrastructure et d'équipement maritime financé par la République de Corée, une mission du gouvernement et du Sénégal conduite par le PCA et le DG de l'ANAM s'est d'ailleurs rendu à Séoul. Au final, le Sénégal va disposer de 2 navires, dont le second, nommé Ngaboy, est en construction. Dans ce partenariat avec la Corée du Sud, il est également prévu le développement et la réhabilitation des infrastructures portuaires, notamment de l'eau de terminaux maritimes équipés à Foundiougne et à Nahonga. Tivaouane Peulh, un gros village aux allures urbaines, la localité ne cesse de grandir, mais manque d'infrastructures. Tivaouane Peulh qui sert également de refuge aux inondés victimes aux sinistrés victimes des inondations. Ibrahima Kamara à Lindiagne. Le village de Tivaouane Peulh, jadis compris dans la communauté rurale de Sangalkam, est maintenant le chef-lieu de la communauté rurale qu'il partage avec Niag. Un village âgé seulement de 45 ans. C'est mon grand-père Galoka qui a créé le village. Le village s'appelait auparavant Tir. La création de la localité a coïncidé avec le Gamou de Tivaouane. Cet événement religieux nous a inspirés. On a baptisé le village Tivaouane. Le grand érudit Abdou Azissi a prié pour nous. Et depuis lors, le village ne cesse de grandir. Tivaouane Peulh grandit au quotidien et compte plus de 20 000 âmes. Mais les infrastructures font défaut dans la localité. On nous s'appelle toujours le village de Tivaouane Peulh et ça nous fait vraiment très mal. Aujourd'hui, on voulait des assainissements, avoir un bon hôpital, avoir un marché, avoir un garage. On n'a que la route là. Et la route, c'est vraiment 6 mètres sur 7 mètres, sur 6 mètres de largeur. Aujourd'hui, 6 mètres. On a marché jeudi aujourd'hui. C'est ici qu'on fait le machin là. Le garage, la même chose. Le marché, la même chose. Les voitures, il n'y a rien ici. Depuis 1968, nous n'avons pas de marché. Tout ce qu'on demande, c'est un marché digne de ce nom, où on pourrait travailler. Juste à côté du village démuni de Tivaouane Peulh se trouve Dartier Antilles. Des écoles privées à caractère social s'y implantent. Un camp de vacances est organisé ici, à leur mère. Imaginez-vous un village où 20 000 se réveillent. Il n'y a qu'une école élémentaire publique. Un CM, pas de lycée. Il y a eu récemment 2 classes de seconde qui ont été créées. Mais qu'est-ce qu'une école publique peut faire au niveau de 20 000 âmes? Il y aura des problèmes d'éducation, certainement, parce que les moyens ne sont pas là. Donc, il faut absolument, l'appui de l'État. Tivaouane Peulh doit aussi accueillir les sinistrés des inondations de la banlieue dakaroise. Nous attendons les sinistrés avec impatience. Ils sont les bienvenus parmi nous. J'ai vécu toutes les époques de ce village. Nous avons toujours prié pour que d'autres personnes viennent cohabiter avec nous. On s'en réjouit. L'urbanisation galopante de la localité continue de plus belle. Le gros village aux allures d'une ville dépasse largement son statut. On parle à présent de la rentrée scolaire, la date repoussée sur la région de Dakar. Les enseignants et professeurs doivent regagner finalement le chemin de l'école le 7 octobre, tandis que les élèves effectueront leur rentrée le 10 octobre. Le ministre de l'Éducation nationale, Serigne Mbaye Thiam, invoque la raison de la pénurie d'eau et cela tombe bien car beaucoup d'établissements subissent des travaux actuellement, désherbage, peinture entre autres. À Ouakam, la mairie s'investit pour l'entretien de ces écoles élémentaires, mais le délai reste court. Reportage Nafissa Toussila. Le 1er octobre, la rentrée des enseignants. L'heure est au nettoyage et à l'entretien dans beaucoup d'établissements scolaires. À l'école élémentaire El Hadj Mbaye Diop de Ouakam, on est à mi-parcours. Tout n'est pas fin prêt.
Chaque année, c'est pareil. On ne nettoie jamais à temps. C'est la mairie qui se tape du désherbage. Cette année, ils ont envoyé des éléments, mais tardivement. Et là, je m'estime heureux au moins pour cette école. Ils l'ont nettoyé, ce qui n'est pas le cas pour d'autres. La mairie de Ouakam a cependant mis un dispositif humain uniquement pour le désherbage des 6 écoles élémentaires de la commune. Cette année, il y a beaucoup d'eau. Donc, on ne voulait pas commencer tôt le désherbage, après les herbes vont repousser. Donc, on a entamé à 10 jours de l'ouverture. Nous, depuis 5 ans de cela, quand on est venu à la mairie, nous, on s'occupe essentiellement du désherbage des écoles. Il y a un comité de gestion qui est là, qui doit se charger des nettoiements et de la préparation des salles de classe. Remettre les tables bancs, nettoyer les salles de classe, ainsi de suite. Ça, c'est le ressort du comité de gestion qui a été installé et qui doit faire son travail. Sem Elhaj Mamadou Ndiaye de Ouakam. Ici, l'établissement a déployé ses propres moyens pour le nettoiement de la cour. L'école a des moyens, l'école reçoit les inscriptions des élèves et organise ses dépenses, ses recettes, de telle sorte qu'on peut se prendre en charge sans attendre le conseil régional. Mais le moyen, les écoles du moyen peuvent écrire au conseil régional pour des besoins à satisfaire. Mais dans l'immédiat, nous prenons en charge. Nous avons dégagé de l'argent pour nettoyer vraiment le milieu. Dans tout établissement, l'entretien des salles de classe reste un impératif, pas seulement pour la rentrée des classes. Cet agent de la ville de Dakar propose une alternative. La mairie envoie parfois des femmes de charge, mais elles ne font pas correctement leur travail. Moi, je pense que Khalifa Sall, lui, doit même recruter des femmes pour nettoyer uniquement les salles des classes de toutes les écoles de Dakar. Et pas seulement pour la rentrée, mais pour toute l'année. Et ça, c'est pour mettre les écoliers dans de très bonnes conditions d'études. La rentrée des classes est un événement particulier pour tout potache. Les écoles doivent être en état de les accueillir dignement et de les mettre dans de bonnes conditions d'études. Nafissa Toussila, merci. L'information donc à retenir, la date de cette rentrée scolaire repoussée sur la région de Dakar le 7 octobre pour les enseignants et le 10 pour les élèves. Disparition de Jean-Pierre Bloch, cet ancien député UDF et maire adjoint de Paris décédé samedi à l'âge de 74 ans. Il fut d'abord un compagnon des premières heures du président Abdoulaye Wade à qui il avait prêté les permanence politique dans le 18e arrondissement. Et puis dernièrement, ce journaliste de profession s'était rapproché de Macky Sall et l'avait soutenu durant sa campagne électorale de 2011. Actualité internationale à présent, des soldats mécontents ont ouvert le feu ce matin à Kati, ville garnison près de Bamako. Ils protestent contre la lenteur constatée dans leur promotion. Chertigan Diouf. Nous aurons l'occasion certainement de revenir donc sur cette actualité. À signaler également que des échanges de tirs ont été entendus ce matin à Kidal entre les forces militaires maliennes et rebelles Touareg du MNLA. La MINUSMA a pu obtenir un cessez-le-feu provisoire entre les deux camps. Ces combats interviennent au moment où le président malien Ibrahim Boubacar Keïta effectue une tournée à l'étranger. Dans quelques instants, la page des sports. Les Lions du basket de retour à Dakar. Les filles de Pape Moussa Touré, vous le savez, ont terminé 3e de l'Afrobasket qui se tenait à Maputo. Ils ont battu hier le Cameroun par 3 points d'écart. Le championnat d'Afrique de basket remporté par l'Angola, on le rappelle. Alors tout de suite, nous allons écouter Aya Traoré, la capitaine des Lions. Des propos recueillis par Abdelaziz Khan et Pape Fall. Maintenant, actuellement, il faut travailler, il faut tirer les leçons et bien se préparer pour la prochaine fois. C'est une déception? Plus ou moins, c'est une déception parce que l'objectif, c'était de remporter le titre et de gagner la coupe. Mais malheureusement, ça ne s'est pas passé comme voulu. Donc, nous remercions le bon Dieu et voilà, l'avenir, le meilleur reste à venir.
Dans quelques instants, nous recevrons bien sûr Salif Diallo, journaliste à l'APS, pour tirer le bilan de cet Afrobasket, mais également parler des querelles qui minent le sport sénégalais à présent. On parle de la traversée Dakar-Gorée qui a vécu ce dimanche avec quelques 700 nageurs sénégalais et étrangers. La Val d'Or a été le point de départ et l'île de Gorée le point d'arrivée de ce parcours long de 5 km. Cette 27e édition a été surtout marquée par la présence de pays africains, dont le Mali et le Nigeria. Reportage Chertigan John à Lubdiagne. Cette 26e édition de la traversée Dakar-Gorée, un événement particulier où des nageurs de haut niveau sont venus d'horizons divers. C'est ma première fois pour participer. Je viens seulement d'arriver au Sénégal en janvier. C'est l'entraînement qui nous donne plaisir. C'est la première fois que je participe à la traversée Dakar-Gorée. Moi, je viens du Nigeria. J'étais en compétition, j'ai terminé 3e, mais ce qui le justifie, c'est que j'étais en compétition chez moi. Mais ça a été un plaisir pour moi de participer. La particularité de cette 26e édition réside également à la participation massive des enfants. Le patron de la Fédération sénégalaise de natation et de sauvetage s'en réjouit. C'est vrai que le travail d'endurance est le premier travail que tout enfant doit faire. Et ça motive. Nous avons cette traversée-là qui est quand même la plus grande, mais au cours de l'année, il y a d'autres traversées, il y a d'autres compétitions. Nous avons les compétitions Poussin, Benjamin que nous faisons. Et voilà, de plus en plus, nous avons des jeunes qui nagent dans ces catégories et on espère que la natation se développera dans ce cadre-là. Pour cette 26e édition du genre, plus de 700 nageurs professionnels et amateurs ont participé à la traversée des 5 km Dakar-Gorée. Certains clubs comme Ngor et Yoff ont décidé de boycotter cette traversée Dakar-Gorée pour des querelles de personnes. Le président de la Fédération sénégalaise de natation considère et estime que les sportifs doivent se retrouver autour de l'essentiel. Nous l'écoutons. Pour moi, c'est pas important, c'est pas la polémique qui est importante. Ces nageurs-là veulent nager et je vous assure qu'ils nageront. Il y en a quelques-uns qui ont commencé et ils continueront à nager. Je vous demanderai d'aller voir plutôt les nageurs de Ngor, d'aller voir plutôt les nageurs de Yoff et vous verrez très souvent que ce n'est pas eux qui ne veulent pas nager. Ça, c'est plutôt ça que je veux vous dire et vraiment, c'est un épiphénomène. Allez voir Matar Samb, allez voir les nageurs et posez-leur la question et vous verrez. On parle de football à présent, le match Sénégal-Côte d'Ivoire, retour prévu au mois de novembre, se jouera à Casablanca. Alain Giresse revient ici sur le choix du Maroc et le regroupement pour la Manche-Allée qui se fera à Paris. Nous l'écoutons au micro de Chertigan John. Donc après il fallait choisir, on le sait malheureusement, depuis que ce terrain est suspendu, il faut choisir un stade. Et ben, c'était pas facile de trouver les meilleurs compromis, à la fois avoir un terrain de qualité, des conditions de qualité, et éventuellement la possibilité d'avoir un soutien populaire. Donc avec les instances, c'est Casablanca qui a été retenu. Non mais la Gambie, j'y étais en Gambie. Alors c'est vrai que c'est un pays limitrophe, et qui aurait permis aux Sénégalais, mais dans un terrain qui n'était malheureusement pas. Le regroupement à Paris, pourquoi? D'abord, pourquoi? C'est par rapport à quoi? Par rapport à quel endroit? C'est ça aussi, il faut aussi pareil. On m'a parlé éventuellement de Dakar, mais à Dakar, on s'entraîne où? Pelouse d'un bon état, ici sur Dakar. Il n'y avait que le centre Sacré-Cœur, mais la pelouse maintenant va se transformer en pelouse synthétique. Le stade Senghor, elle est en piteux état, donc voilà, le problème c'est ça, on est d'abord confronté à ça. Donc après, retrouver sur Paris, déjà il y avait la facilité pour accéder à Paris depuis leurs différents pays, comme ça de se baser là-bas, et après descendre sur Casablanca un petit peu, comme on l'a eu fait quand on s'était préparé en Belgique pour aller... Alain Giresse, sélectionneur de l'équipe nationale, des échéances à venir. Et dans la foulée, nous recevons Salif Diallo, journaliste à l'APS. Salif, bonsoir. Bonsoir, Manfred. Alors, l'actualité brûlante, c'est bien sûr cet Afrobasket qui vient de s'achever avec cette 3e place acquise par le Sénégal. Est-ce qu'on peut parler de déception par rapport aux ambitions de nos Lions et donc de la Fédération sénégalaise de basketball? Je pense qu'on peut mettre même un adjectif à côté de déception, pour parler de grande déception. Parce que bon, tout le monde se disait que quand on allait ici, c'est pour gagner, rafler la main. C'est vrai que le sport, c'est pas une réalité mathématique, mais quand même, par rapport au vécu de nos joueuses, au vécu de l'entraîneur,
au savoir-faire du basket féminin sénégalais, on se disait que quand même, bon, c'était possible d'aller gagner cette compétition ou au moins jouer la finale pour pouvoir se qualifier à la Coupe du Monde de basket. Eh bien, le constat est là, un leadership sur le plan africain qui est en train de s'effriter. 2 éditions où le Sénégal ne glane pas le titre. D'après vous, quelles sont les raisons qui peuvent expliquer cet échec? Les 10 dernières années-là, le Sénégal n'a gagné qu'un Afro-Basket. Ça veut dire que c'est en 5 éditions, le Sénégal a gagné qu'une seule édition. Donc, est-ce que nous ne sommes pas en train de rentrer dans les rangs, comme on dit, comme le basket masculin, pas encore, mais quand même. Bon, il faut se poser des questions. Mais en fait, quand on fait un peu la genèse ces derniers temps du basket sénégalais, qu'est-ce qui se passe? On n'a plus parlé de querelles de personnes, de problèmes de fraude sur l'âge, des problèmes personnels que réellement de basket. Bon, il ne faut pas oublier que c'est le championnat, la finale du championnat ou la finale de la Coupe du Sénégal qui ne s'est pas jouée à cause d'un problème de papier d'une internationale, que les duchesses ont refusé de prendre. Donc, au lieu de s'occuper de basket, on s'occupe d'administratif. Mais avec ça, à la limite, c'est tout à fait normal qu'on ne gagne pas. Tout à fait. Aujourd'hui, on se rend compte que le débat est installé par rapport peut-être à des problèmes de coaching, par rapport à des problèmes d'âge, évidemment, ces querelles intestines dont vous parlez. En regardant, après avoir regardé ce championnat, qu'est-ce qui vous a paru le plus saillant, le point le plus important? Ça veut dire que nous, on stagne. Si je n'ose pas dire peut-être regresser, mais les autres progressent. Quand on voit cette équipe du Cameroun là, qui a fait la 3e place avec le Sénégal, quand on voit le Mozambique battre le Sénégal, quand on voit l'Angola, on se rappelait en 2011, les autorités du basket sénégalais ont avancé beaucoup d'explications pour la finale ratée. Bon, les joueurs étaient en train de discuter de primes jusqu'à des heures tardives. Il y a eu un petit problème là-dedans, mais on va se retrouver, on va gagner la prochaine élection. Là, on voit que de plus en plus, nous, on n'avance pas, les autres reviennent en force sur nous. Le constat est là, il faut être clair là-dessus. Aujourd'hui, faut-il absolument tirer quand même un bilan technique par rapport à cette compétition? Il est clair, je pense que le staff technique qui était parti avec les passés, le directeur technique était là quand même, les gens vont dire ce qui s'est passé concrètement. On fait banal, basique. D'habitude, les 24 secondes du Sénégal, le Sénégal, une grande équipe comme le Sénégal, mais assez souvent, on nous reprend la balle. On joue pour que l'entraîneur ne parle pas, ou bien les autres membres du stade, ou bien le directeur technique national qui était assis à côté, ou bien les filles quand même. On a assez de filles qui ont déjà joué au très haut niveau, qui sont professionnelles. Comment ça peut arriver au Sénégal? C'est un petit détail qui ont compté à la fin. Quoi. Tout à fait. Alors Salif, cela nous permet de parler de notre sport, le football, qui on va dire est le sport roi peut-être. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a un club mythique comme le Giraffe, qui est en proie également à ces mêmes querelles qu'on retrouve dans le basket, dans la natation. Vous venez de suivre ces éléments avec des clubs de Nord qui n'ont pas voulu participer à cette traversée. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler d'une assemblée générale ratée ou d'un président illégitime? Président illégitime, je dirais non. Mais assemblée générale ratée, oui. Parce que quand même, une assemblée générale à la fin de laquelle deux personnalités se présentent comme président, ça c'est extrêmement grand. Pour un club comme le Giraffe qui a quand même les plus grandes ressources humaines de ce pays-là, ça il faut pas, on ose le dire que le Giraffe ça fait partie des clubs en principe qui a depuis longtemps de grandes ressources humaines, des intellectuels, des gens qui ont blanchi sur le harnais, un club qui est bien structuré, qui se retrouve à ne pas pouvoir avoir des délégués pour faire une assemblée générale normale, c'est un problème. Ça veut dire que chaque fois qu'il y a des renouvellements, les gens ont dit que c'est du bénévolat. Moi aujourd'hui j'ai du mal à comprendre dans le sport sénégalais. Chaque fois qu'il y a assemblée générale, il y a des problèmes. Cheikh Seck, on sait que Cheikh Seck aurait même pu être candidat quand même à la présidence de la Fédération sénégalaise de football, c'est pas n'importe qui. Cheikh Seck c'est le gardien de but international qui a fait 4 phases finales de Coupe d'Afrique. Maître El Hadji, c'est un vice-président de Giraffe quand même. Que ces gens ne puissent pas s'entendre sur une personne, c'est un problème. Et que les autres, l'administration de Giraffe n'a pas, pour moi, l'administration de Giraffe n'a pas fait correctement son boulot. Aujourd'hui, est-ce que dans la manière même, on ne peut pas décrire en fait les méthodes de 2 assemblées générales qui se tiennent d'abord dans un hôtel, ensuite à Cœur Giraffe? Déjà, dans la manière, est-ce qu'on ne peut pas être suspicieux au final? Mais en fait, c'était prévu dans un hôtel. Bon, un des camps a dit que les autres avaient amené des gens qui n'étaient pas des Giraffe. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Normalement, on doit pouvoir savoir qui est délégué ou pas, qui a une carte de membre, un socio, comme on le dit en Espagne, ainsi de suite. Je pense que Giraffe peut arriver à ce niveau d'organisation-là, qu'on puisse pouvoir ficher des gens depuis 4 ans, cette personne-là est quand même un supporter ou un délégué ou un dirigeant de Giraffe qui donne de l'argent. Parce que moi, je pense qu'il faut arrêter cette histoire de quelqu'un qui va amener de l'argent dans un club. Non, il faudrait que ceux qui se sentent concernés par les affaires d'un club, qu'ils cotisent, qu'ils achètent
leur cadre, qu'ils puissent verser quelque chose, comme le font le Real de Madrid, Barcelone, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on peut construire quelque chose de bien. Aujourd'hui, par rapport à cette situation, bon, c'est une sorte d'impasse. Est-ce que l'autorité du football, que ce soit la Fédération sénégalaise de football ou la Ligue sénégalaise de football professionnel, peut intervenir? Mais je pense d'abord il faut laisser le Jaraaf régler son problème en interne, c'est mon avis. Je pense que c'est peut-être, je crois que c'est une incompréhension et ils vont essayer de le régler en interne. Je pense que Cheikh Seck a tendu la main à Maître El Hadji Diouf. J'espère que Maître El Hadji Diouf va prendre la main tendue et essayer de s'entendre sur l'essentiel. Si toutes les deux parties sont animées des mêmes intentions, ériger un grand club au Sénégal, parce que le Jaraaf n'est pas encore un grand club, c'est un club sénégalais, c'est un grand club sénégalais, mais si les aspirations de Cheikh Seck et de Maître El Hadji Diouf vont dans le même sens, normalement ils doivent pouvoir s'entendre sur l'essentiel. Juste un dernier point, le regroupement à Paris, vous avez entendu le sélectionneur national tout de suite souligner les aspects liés aux infrastructures. Une bonne option, le regroupement à Paris dès Lyon, avant le match contre la Côte d'Ivoire. Si on fait une bonne prestation, si on gagne, on va dire que c'est une bonne option. Maintenant, si on ne gagne pas, les gens auront toujours de tout à dire. Bon, en fait, c'est lui qui est le responsable. Il sait ce qu'il doit aller, ce qui ne va pas. Moi, il a pris ses responsabilités. C'est lui qui a décidé de jouer le match de retour à Casablanca, de faire le mouvement en France. C'est lui, c'est le responsable. La fédération est délégataire de pouvoir. Les gens ont pris les responsabilités. J'espère que c'est la meilleure méthode. Bon, ce qu'il a dit n'est pas de faux. Il est plus facile de regrouper les joueurs à Paris que de les faire venir au Sénégal. Maintenant, bon, est-ce que aujourd'hui, sur le plan symbolique, moi je pense, avec toutes les crises qu'il y a sur place, est-ce que amener les jours qu'ils vivent un peu, qu'ils voient un peu comment les populations sénégalaises sont fatiguées, ces gens-là, ils prennent leurs 5 francs, leurs 10 francs par le biais des impôts pour leur donner. Je pense que ça peut les amener un peu à se battre pour dire qu'il faut vraiment qu'ils aillent dans le sens de le côté proximité. En tout cas, merci pour toutes ces précisions. Salif Diallo, journaliste à l'agence de presse sénégalaise. Voilà qui met fin à cette présente édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur la TFM. Excellente soirée à tous. Au revoir.